Chaque 14 juillet, je pense au conte de Gobineau. Et oui, quel coup du sort tout de même que d'être né un 14 juillet, 1816 en l'occurrence, pour un adversaire aussi farouche de la démocratie et de la Révolution française. Je reviendrai un peu plus tard sur les principales raisons qui ont motivé le comte Arthur de Gobineau à asseoir ses positions. Arthur de Gobineau, c'était, comme tout le monde le sait, avant tout un historien, un orientaliste très fin, qui a écrit par exemple sur Jalal ad-Din Rumi, Hafiz. Il est venu à Marseille pour embarquer pour la Perse, pour débuter sa carrière consulaire. Il a écrit du théâtre, c'était un très grand nouvelliste, un romancier. J'ai lu dans ma jeunesse de manière passionnée ce roman, Le prisonnier chanceux. C'est un roman qu'il a publié en 1846 et qui se passe en Guyenne principalement, puisque la famille du comte de Gobineau faisait partie de la noblesse de robe bordelaise. J'aime beaucoup la manière dont se termine ce roman. En tout cas, lorsque j'étais adolescent, ça m'avait beaucoup marqué. Vous, lecteurs et lectrices, nous vous souhaitons également, en finissant, ce qui peut vous agréer. Non pas des enfants bruyants et tapageurs si vous en avez déjà, non pas des amours si vous n'en voulez plus, non pas des aventures romanesques, des coups d'épée, des captivités heureuses même, non pas même des bosses au front, toute faveur que le sort serait très mal reçu de distribuer à notre siècle. Et d'ailleurs, tous ces souhaits-là ne sont pas de notre compétence. Mais nous vous souhaitons, ce qui nous touche davantage, 1000 sujets d'amusement. Nous vous souhaitons de ne feuilleter que des livres qui ne vous ennuient pas. Et nous souhaitons par-dessus tout enfin que le présent volume que vous allez fermer de vos mains ne vous laisse pas contre son auteur une impression désagréable. Voilà, tout le reste du livre est à l'avenant. C'est très enlevé. Lorsque Gobineau s'est retrouvé en Perse via Marseille, eh bien, il y a appris le persan et puis il a écrit les religions et les philosophies dans l'Asie centrale, l'une des nombreuses étapes de ce qui devint ensuite, évidemment, son célèbre ouvrage, L'essai sur l'inégalité des races humaines. Je possède l'édition en 2 volumes, sortie chez Firmin Didot en 1940, il me semble. C'est un essai passionnant. Je pense qu'il faut vraiment travailler d'arrache-pied si on veut le contrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le contrer uniquement sur le plan moral. Il faut être un véritable historien. Donc on commence par des considérations préliminaires sur l'exposition des lois naturelles qui régissent le monde social. Les inégalités ethniques ne sont pas le résultat des institutions. Une des grandes choses que je partage avec le comte de Gobineau, c'est qu'il n'avait aucune vision positive du sport. Ce soir, il y a le match France-Espagne, puisque pour Gobineau, les qualités de la race ne peuvent être qu'héréditaires. Ce qui, moi, me fait beaucoup rire. Il évoque la civilisation antique dans le livre second. Alors ça, c'est tout à fait passionnant. Je n'ai pas le temps d'en parler ici. Les Égyptiens n'ont pas été conquérants. Pourquoi leur civilisation resta stationnaire ? On peut se poser d'ailleurs la question pour la Chine. La Chine, il en parle dans le livre 3e. Il consacre beaucoup de pages tout à fait délicieuses au bouddhisme, à la race jaune, aux Chinois, les origines de la race blanche. Donc pour Gobineau, il y a 3 races, la noire, la jaune et la blanche. Et enfin, on arrive dans le... Ouais, c'est un peu abîmé.
au livre second. Alors, il parle, excusez-moi, je reviens au sommaire pour être pour être exhaustif quant au contenu. Voilà, la civilisation européenne sémitisée et la civilisation occidentale. Donc là, je vais un peu plus me focaliser sur ce qu'il appelle les Galles, à savoir les Gaulois, et puis la civilisation occidentale, à savoir les Aryans germains, enfin ce qui est une partie bien sûr de la civilisation occidentale. Que dit-il sur les Galles? Il dit beaucoup de choses, hein, c'est véritablement passionnant. Et il évoque à de nombreuses reprises le rôle central de Massalia. De très bonne heure, cet amour des jouissances matérielles avait porté les Celtes au travail, et du travail productif naquit le goût du commerce. Si les Massaliotes prospérèrent, c'est qu'ils trouvèrent dans les populations qui les entouraient et dans celles qui couvraient derrière eux les pays du Nord un instinct mercantile qui à sa façon répondait au leur, et que cet instinct avait créé de nombreux éléments d'échange. Il avait aussi à sa disposition des moyens de transport abondants et faciles. Les Celtes possédaient une marine. Ce n'étaient pas les pirogues misérables des Finnois, mais de bons vaisseaux de haut bord, bien construits et solidement membrés, armés d'une forte mâture et de voiles de peau souples et bien cousus. Ces navires, dont l'opinion de César était mieux entendue pour la navigation de l'océan que les galères romaines. Le dictateur s'en servit pour la conquête de l'île de Bretagne et put les apprécier d'autant mieux que dans la guerre contre les Vénètes, il s'en fallut de peu que sa flotte ne succombât à la supériorité de celle de ce peuple. Voilà. Et puis dans les pages qui s'en suivent, eh bien, le comte de Gobineau explore avec une certaine ferveur une notion qui rencontra beaucoup de succès au milieu du XIXe siècle, enfin au milieu et puis surtout après, en fait, c'est la notion des deux France. C'est-à-dire la France constituée par le peuple gaulois, les Galles, et puis la noblesse qui descend des conquérants francs, ceux que Gobineau nomme les Aryans germains. Donc c'est une notion historique avec laquelle moi je suis tout à fait en accord. J'en ai beaucoup parlé, c'est en résonance avec beaucoup d'écrits de Jean Parvulesco, bien sûr. Et pour remonter encore plus loin à Rabelais, hein, on trouve cette notion chez Rabelais, bien sûr. Et elle eut du succès sous la Troisième République, bien parce que, tout simplement, les républicains faisaient entonner aux enfants nos ancêtres les Gaulois par un égalitarisme anti-élitiste. C'était contre l'aristocratie qu'était entonnée la notion de descendance de la population celte. Donc c'était par égalitarisme proprement républicain que nos ancêtres les Gaulois fut appris à nos ancêtres du XIXe siècle. Mais Léon Daudet nous dit bien que dans sa prime jeunesse, il était très intéressé et passionné par cette idée, qui d'ailleurs, je le soupçonne, s'est mué ensuite dans les notions de France réelle et de France légale. Mais il n'empêche qu'à la fin de sa vie, Léon Daudet s'est tout à fait désolidarisé de cette notion de peuple gaulois et d'aristocratie franque, justement en raison du fait que c'était les républicains qui se l'étaient accaparés. Mais ce n'est pas parce que les républicains s'en accaparent que cette notion est fausse, bien évidemment. Ceci dit,
le comte Arthur de Gobineau, lui, la brandissait pour une raison tout à fait spécifique, qui était la sienne, et qui n'étonne à personne quand on écrit un essai sur l'inégalité des races humaines. Si lui était intéressé par ça, c'est justement parce qu'il estimait, et d'ailleurs il avait écrit dans une lettre à Tocqueville, que la Révolution avait détruit l'élite franque et donc laissé fleurir la mauvaise partie raciale de la population française, celle de souche, c'est-à-dire celle qui pourrit, selon Gobineau. Nous avons donc ici un royaliste qui l'est non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons raciales. Intéressant, n'est-il pas? Je pense que cette vision de la supériorité franque sur le peuple gaulois est tout à fait liée avec le fait que Gobineau était bordelais, mais c'est un autre sujet.